Colloque et conférence des festivités du centenaire. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Deuxième jour d'audition de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, interrogé, le témoin est revenu sur les conditions de négociation de l'asile du général Gilbert Diendéré le 29 septembre 2015 à l'Annonciature. Jean-Baptiste Ouédraogo explique qu'il a organisé le refuge du général avec l'appui de l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, Tulinabo Mouchingi. Abdul Fattah Tiem Touré est en ligne pour le point de cette mi-journée. Fattah, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Omega. Alors, l'ancien président du Faso est revenu ce matin sur les conditions de négociation de l'asile du général Diendéré à l'Annonciature. Oui Daniel, tout semble avoir été organisé dans l'après-midi du 29 septembre 2015. D'après les explications de l'ancien président et ancien membre du conseil de concertation des sages sous la transition, Jean-Baptiste Ouédraogo, il a appelé le général Gilbert Diendéré ce jour-là sur proposition du chef d'état-major général des armées, le général Pinganoma Zagré, qui lui a appelé, d'après ses dires donc, au préalable, le général qui n'a pas accédé à ces propositions, qui était en fait d'appeler ses hommes à déposer les armes et se rendre. Les discussions ont duré plus d'une dizaine de minutes entre l'ancien président et le chef du CND jusqu'au premier tir d'obus sur le camp Nabakoum 2, mais la préoccupation essentielle du général Gilbert Diendéré était comment garantir sa propre sécurité s'il décidait de se rendre. Jean-Baptiste Ouédraogo explique que la première option était qu'il se rende à l'ambassade américaine qui se trouve à quelques encablures de la présidence du Faso. Mais Tulinabo Mouchingi, après avoir pris contact avec Washington, a opposé un refus à la demande. C'est alors qu'il propose l'annonciature comme deuxième option. Et selon Jean-Baptiste Ouédraogo, ils ont tous les deux joué de leur contact pour obtenir l'accueil du général dans cette enclave diplomatique en fin d'après-midi. Cette version n'a pas été contredite par le général Gilbert Diendéré, mais celui-ci donne une autre description des faits, notamment pour ce qui concerne l'ambassade américaine. Il dit avoir été informé par l'ambassadeur Mouchingi qu'une réunion était prévue avec le chef d'état-major général des armées, le général Zagré, et le secrétaire général du ministère de la Défense à 15h ce jour-là. C'est ainsi qu'il s'est rendu sur place, mais à sa grande surprise, le diplomate répond au téléphone qu'il est chez lui et que les deux autres avaient refusé de venir à la réunion au motif, et je cite, qu'ils sont en train de faire leur travail de militaire. Diendéré a alors rebroussé chemin pour se retrouver dans la villa dans laquelle il s'était retranché. C'est là qu'il échangera avec l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo au téléphone, qui lui proposera donc l'annonciature. Ne sachant pas ce qui se passait exactement et sachant que les tirs pleuvaient sur le camp Nabakoum 2, je me suis dirigé à l'annonciature, a conclu donc le général Gilbert Diendéré. Il y restera 2 jours avant son arrestation par la gendarmerie. Gilbert Diendéré, il faut le rappeler, a répété lors de son audition qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire à la justice. Merci à vous, Abdul Fattah Tiem Touré, pour ce point. L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo est toujours face au juge pour témoigner. Dans la suite de ce journal, un séminaire gouvernemental s'est tenu hier au Palais de Kosiam. 2 sujets étaient sur la table. L'organisation du travail gouvernemental et les relations du gouvernement avec le Parlement. Toute la matinée d'hier, les ministres ont échangé et harmonisé les différents points de vue. Le point avec Lamine Traoré. Durant près de 5 heures, les ministres, les secrétaires généraux des ministères et des différentes institutions étaient tous réunis dans la salle polyvalente du Palais de Kosiam. Le Premier ministre Christophe Dabiré préside la séance. Une première véritable rencontre depuis la recomposition du gouvernement en janvier dernier. Déjà dans les discussions, comment organiser le travail gouvernemental? Stéphane Sanou, secrétaire général du gouvernement. Et il s'est agi effectivement donc de parler de l'harmonisation donc du travail gouvernemental, étant entendu comme vous l'avez suivi. Il y a eu le gouvernement qui a été recomposé et tout ça, donc il y a de nouveaux qui sont rentrés, il faut leur expliquer le b.a.-ba donc de ce travail-là. Que l'on ait aussi une harmonisation de comment présenter un rapport en conseil de cabinet, en conseil de ministres, et voilà, qu'il n'y ait pas assez de disparité dans le fond ni dans la forme. Aussi, il a été question de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Le secrétaire général du gouvernement reconnaît qu'il y a eu des difficultés. Oui, petite aspérité qu'on a tenté d'aplanir. Il y a certaines choses qu'on ne se comprenait pas dedans, comme le cas où un ministre est appelé pour aller répondre donc à des questions orales ou bien questions d'actualité. Ce ministre n'étant pas là, si quelqu'un veut le remplacer, on ne savait pas si c'était possible ou pas.
Voilà, on a clarifié ça ensemble, c'est possible. L'intérêt de ce séminaire gouvernemental, c'est apporter une nouvelle dynamique dans le travail de chaque membre du gouvernement. Les ministres ayant donc reçu des rudiments pour la bonne conduite de leur département. Place maintenant au travail. Les acteurs de la filière coton sont en concertation à Ouagadougou, une rencontre de 72 heures qui doit leur permettre de proposer des solutions pour la relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de relance a eu lieu hier lundi en présence de notre reporter Marina Traoré. Longtemps classé premier pays producteur du coton en Afrique, le Burkina Faso a perdu sa place ces 2 dernières saisons. Selon le ministre en charge du commerce, il est temps de changer la donne, d'où la tenue de cet atelier. Aruna Kaboré. Non seulement il y a une baisse au niveau donc de la production, mais aussi nous rencontrons donc des problèmes d'un pays interne et externe au niveau donc des cotonculteurs. Nous rencontrons des difficultés qui s'expliqueraient par une pluviométrie capricieuse, par le fait que nous ayons des problèmes liés aux semences, aux intrants de production du coton. Les travaux vont permettre, à en croire le ministre, de formuler des solutions en vue d'une relance de la production du coton. Nous allons sortir 72 heures là en traçant des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et définitivement, on pourra toujours rester sur des contradictions mineures, mais les conditions majeures, effectivement, on devrait normalement disparaître à l'issue de cet atelier. D'ailleurs, c'est le lieu pour que nous puissions comprendre clairement la structuration donc, des coûts, qu'on soit tous en phase pour que désormais, il n'y ait pas de difficultés quand il s'agit donc de fixer des prix. C'est le but même de l'atelier. Cet atelier qui va durer 3 jours connaît la participation de plus de 400 acteurs de la filière coton. Le montant total des budgets et programmes de l'année 2018 se chiffre à plus de 130 milliards de francs CFA, soit une augmentation par rapport à 2017. Cependant, le bilan de la mise en œuvre des projets en exécution indique une régression continue depuis 2016 qui se justifie par le contexte sécuritaire difficile et les mouvements sociaux continuent au sein de l'administration publique. Le constat a été établi à la première revue de l'année 2019 des projets et programmes qui s'est tenue jeudi dernier au ministère de l'économie, des finances et du développement, Aline Taouedraogo. Le portefeuille des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'économie est constitué de 18 projets et programmes. Le bilan de la mise en œuvre des projets en exécution indique des taux d'exécution physique de 76,11% et un taux d'exécution financière de 20,26%. Aïssata Sané, directrice générale des études et statistiques sectorielles du MINEFID. On peut retenir que beaucoup de résultats ont été obtenus en 2018, notamment la construction d'infrastructures socio-économiques, également des activités de renforcement des capacités techniques de l'administration. Nous avons réalisé un taux global de 76% de réalisation physique. C'est justement à cause du problème sécuritaire et des remous sociaux qui ont limité les résultats que je viens de citer. Pour l'année 2019, le MINEFID prévoit redoubler d'efforts pour une mise en œuvre réussie des activités prévues pour cette année. C'est pourquoi les acteurs du MINEFID sont invités à réfléchir sur l'efficacité de la modalité d'appui de projets et programmes, en la mettant en parallèle avec d'autres types de financement. Il reste à poursuivre les efforts pour soulager davantage les populations avec d'autres réalisations d'infrastructures, d'autres accompagnements de l'administration pour une meilleure efficacité de la mobilisation des ressources et du pilotage de la gestion de l'économie. Au titre des projets et programmes de l'année 2018, 1 est en cours de formulation, 9 en démarrage, 5 en exécution et 3 en phase de clôture. Utilisation des réseaux sociaux au Burkina, comme annoncé en titre, la Ligue islamique pour la paix appelle à la responsabilité des internautes. La Ligue dit être consternée par l'attitude des utilisateurs des réseaux sociaux. Écoutez le président El Hadj Ousseini Tapsoba. La Ligue islamique pour la paix au Faso, soucieuse de la paix sociale et de vivre ensemble, est concernée depuis un certain temps par l'attitude de bon nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook et Messenger, sont devenus un terrain fertile où se déversent des publications audiovisuelles, des écrits et des images de tout genre. Ces publications relèvent du désordre et de la mauvaise foi pour des intentions malsaines au service de l'instabilité pour notre pays. Entre-temps, la Ligue islamique pour la paix au Faso a assisté presque impuissante à des publications de déshonneurs sur les corps et autres attaques contre nos forces de défense et de sécurité dans les réseaux sociaux. Récemment, la Ligue islamique pour la paix au Faso observe sur les mêmes réseaux sociaux des vidéos d'insultes et d'injures
de certains musulmans envers d'autres, sans ignorer l'affrontement des djihadistes où 2 personnes ont perdu malheureusement la vie. La situation comportementale sur les réseaux sociaux laisse à désirer. Husseini Tapsoba qui appelle par ailleurs les autorités à prendre des mesures appropriées face à cette situation. Le pays a besoin de la cohésion de ses fils et filles et loin de toutes ces manipulations qui ne font pas notre fierté. C'est à cela que la Ligue islamique pour la paix au Faso, artisan de la paix sociale, se saisissent de cette occasion pour interpeller entre d'une part les autorités à se pencher avec détermination sur les cadres de ces réseaux sociaux. Et d'autre part, la Ligue islamique pour la paix au Faso interpelle la Fédération des associations islamiques, l'organe fêtier de l'islam au Burkina Faso, à poser un regard et des actions à l'endroit de ceux qui veulent tenir l'image de notre belle religion pour que cessent les attaques tout azimut des uns et des autres sur les réseaux sociaux et même au-delà. La Ligue islamique pour la paix au Faso invite les populations du pays des hommes intègres à éviter les publications et les partages des écrits, audio, vidéos et images discourtois, haineux et susceptibles de compromettre notre vivre ensemble et nos valeurs morales léguées par nos parents. L'intérêt supérieur de la nation et l'amour des uns et des autres doivent nous impliquer tous et prévaloir sur nos personnels. Le dimanche dernier, le Conseil supérieur d'Aloul Beit pour la culture et le développement a tenu, en collaboration avec l'Institut Al-Mustafa, une conférence pour rendre hommage à Fatima Zahra, la fille du prophète. Et pour l'un des communicateurs, Ismaël Belem, l'exemple de Fatima Zahra mérite d'être enseigné afin que les femmes puissent s'en inspirer. Fatima Zahra, alayhi salam, elle a pu, n'est-ce pas, être au service de son père, de telle sorte que le père même dit de sa fille que Fatimat Umu Abiha. Fatimat est la mère, n'est-ce pas, de son père. Deuxième élément, en termes, n'est-ce pas, d'éducation, n'est-ce pas, de ses enfants. Elle ne s'attenait pas seulement à l'éducation verbale, mais souvent même dans les faits. Nous avons un adage, nous disons que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Fatima Zahra, c'est pas ce qu'elle inculque. Elle disait la charité bien ordonnée commence par prochain le voisin, dans les actes, pas dans les paroles. Et Fatima Zahra, en termes, n'est-ce pas, scientifiques, elle n'était pas en marge. Au moment où, dans toute, n'est-ce pas, l'Arabie, ceux qui savaient lire, n'est-ce pas, écrire étaient peu. Fatima Zahra en faisait, n'est-ce pas, partie de ceux-là même qui, n'est-ce pas, avaient des écrits. Hors de chez nous, le système scolaire ivoirien peut souffler après une grève des enseignants qui a duré plus d'1 mois. Les enseignants ivoiriens ont décidé de lever le mot d'ordre de grève et de reprendre la route de l'école. Aminata Soumaoro nous en parle depuis Bouaké. Nous avons sillonné effectivement les établissements scolaires de la ville de Bouaké. Effectivement, les cours ont repris. Une reprise qui s'est faite avec beaucoup de lourdeur depuis le lundi 4 mars dernier, dû au fait que certains enseignants continuaient de boycotter les salles de classe. Bamba Ali Awa et Dosso Amara, tous deux sont élèves au lycée classique de Bouaké. C'est vrai, certains profs ne viennent pas, mais la plupart des profs sont là. Il y a notre professeur d'anglais, lui ne vient pas depuis qu'on a commencé les cours. Aujourd'hui, on devait finir à midi. Malheureusement, le professeur d'histoire jour n'est pas là. Une lourdeur qui pourrait s'expliquer par la peur des enseignants des représailles de leurs collègues syndicalistes. Ici, l'assurance de leur sécurité nous est donnée par le proviseur du lycée classique de Bouaké, M. Fofana Mamadou. La grève est un droit pour le fonctionnaire, mais la non-grève aussi est un droit pour celui qui n'a pas envie de faire la grève. Depuis le 4, les cours ont effectivement démarré au lycée classique de Bouaké. À ceux qui ne viennent pas, qu'ils sachent que le côté sécuritaire est réglé. Le préfet de région nous a donné l'assurance, le préfet de police nous a donné l'assurance, nos 2 directeurs régionaux nous ont donné l'assurance. Il est renforcé dans ses dits par le proviseur du lycée de Bouaké. Je pense que le gouvernement a montré sa disposition à des discussions. Et donc quand c'est comme ça, il faut lever un peu le pied. Si on ne vient pas du tout alors que les discussions ont commencé, là ils sont un peu en faute. Je vais dire ça pénalise également le système. Ce sont des élèves plus que motivés pour la reprise des cours que nous avons trouvés dans ces différents établissements. Et ils ont un cri de cœur à partager avec le monde entier et en particulier leurs enseignants. Nous voulons aller à l'école. Déjà nous sommes en terminale. L'année prochaine, l'année blanche ne nous arrange pas. Et donc on ne veut pas rester c'est ce que nous voulons. Aminata Soumoro à Bouaké pour Radio Omega. Et puis en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a finalement renoncé à un 5e mandat.
Information donnée hier par l'agence officielle APS. Il a aussi annoncé un report de l'élection présidentielle prévue initialement le 18 avril. Autre annonce, la formation d'un gouvernement de compétences nationales. C'est donc une victoire pour le peuple algérien fortement mobilisé ces 2 dernières semaines pour un changement à la tête de l'État. Les manifestations, les vendredis dans plusieurs villes du pays, avaient réuni des dizaines de milliers de personnes. Une contestation inédite en 20 ans de pouvoir. Omega Sport. Bernabé Cabré nous fait le point de l'actualité sportive. À l'instar du championnat de D1, le championnat de 2e division disputait ce week-end sa 16e journée. Les choses sont serrées dans les 2 groupes. On débute avec la poule A, où COSAF a dominé l'AS École 1-0. L'AS Tema Boquin a aussi signé un succès 1-2 sur le terrain de l'AS Koritenga. 3-0 pour les Léopards de Saint-Camille devant Faso Athletic Club. Le Canon du Sud s'incline 0-1 face à l'association sportive de Ouagadougou et victoire de CFEP contre le Santos FC 1-0. Classement, leader COSAF avec 38 points, soit 2 points de plus que l'AS Tema Boquin, 2e avec 36 points. L'AS Koritenga est 3e avec 30 points. 4e, l'association sportive de Ouagadougou, 25 points. Les Léopards de Saint-Camille sont 5e avec 24 points. 6e, CFEP, 16 points. 7e, Faso Athletic Club, 14 points. 8e, le Canon du Sud, 13 points moins 6. 8e, Execo, le Santos FC, 13 points moins 6. Et 10e, l'AS École, 9 points. Le groupe B, lui, a un nouveau leader. Vainqueur de Ifama Turku, 1-0. Royal FC profite de la défaite de l'AS Eco 0-1 devant Vitesse FC pour s'emparer du fauteuil de leader. Le Kiko FC et le JCB se neutralisent 0-0. Succès de l'AS Maya 2-0 face à Bobo Sport et 1-0 pour Luizy devant le JCB. Au classement, Royal FC est premier avec 33 points plus 11, soit 2 unités d'avance sur l'AS Eco 2e avec 31 points. 3e le JCB 27 points. 4e Luizy 25 points. 5e Vitesse FC 22 points. Le BPS est 6e avec 18 points. L'AS Maya 7e 17 points moins 2. 8e le Kiko FC 17 points moins 8. 9e Ifama Turku 16 points et 10e Bobo Sport 10 points. L'invité du jour. Centenaire de la création de la colonie de Haute-Volta, l'histoire est la mémoire collective des peuples. Il faut que la conscience des Burkinabés soit exaltée, selon professeur Magloire Somé, historien, président de la commission colloque et conférence des festivités du centenaire. Magloire Somé est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Ousmane Paris. Professeur Somé, bonjour. Bonjour. Centenaire de la colonie de Haute-Volta aujourd'hui, le Burkina Faso. Déjà, que vous inspire cette date? Comme il s'agit d'un anniversaire de 100 ans de l'existence d'un cadre territorial qui est devenu celui de la construction de notre État-nation, il fallait que nous fassions une halte pour pouvoir interroger le passé et puis dégager des perspectives pour l'avenir. C'est pour cela que nous avons organisé ce colloque. Mais nous avons souhaité que ce colloque porte spécifiquement sur ce que nous avons appelé la première Haute-Volta. La première Haute-Volta, c'est celle qui va de 1919 à 1932. Qu'à partir de 1932, la Haute-Volta a été supprimée et répartie entre ses territoires voisins. Mais en 1947, la Haute-Volta a été reconstituée. Donc, nous avons tenu à faire le colloque sur la première Haute-Volta. Mais nous avons décidé de prendre en compte la période de 1933 à 1947 en ce qui concerne la Haute-Côte d'Ivoire. Parce que la plus grande partie du Burkina Faso, de la Haute-Volta de l'époque, avait été rattachée à la Côte d'Ivoire. Pour nous, il s'agit d'approfondir les connaissances sur cette première Haute-Volta. Approfondir les connaissances parce que les Burkinabés connaissent vaguement leur histoire. Ils savent que la Haute-Volta a été créée en 1919, mais ils ne connaissent pas les circonstances. Ils ne savent pas comment la Haute-Volta a été administrée, exploitée économiquement, et dominée politiquement, jusqu'à ce que, en 1932, on décide de supprimer le territoire. Ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas exactement les circonstances qui ont conduit à la reconstitution de la Haute-Volta. Donc pour nous, il s'agit de faire l'autopsie de cette période-là, d'approfondir cette connaissance sur cette période pour permettre aux Burkinabés de s'approprier cette séquence de leur histoire. Maintenant, il s'agira pour nous d'envisager d'autres colloques pour étudier d'autres périodes. Par exemple, la période de l'histoire précoloniale. Ensuite, la période de la décolonisation. Ensuite, la période postcoloniale.
pour restituer aux Burkinabés leur histoire et pour leur permettre de s'approprier cette histoire. Vous posez beaucoup de questions que certainement beaucoup de Burkinabés ne se posent pas, dont ils n'ont pas la réponse. Par exemple, pourquoi la création d'une colonie, la Haute-Volta? C'est le colonisateur français qui a créé le territoire en fonction des intérêts du moment. Le colloque est en train de se pencher là-dessus. Il y a eu pas mal de communications qui essaient d'analyser l'évolution politique de la Haute-Volta depuis la conférence de Berlin jusqu'à la création de la Haute-Volta et essaient de montrer des pistes de solutions, des pistes qui constituent en quelque sorte des arguments que le colonisateur français a avancé avant de créer la Haute-Volta. Par exemple, il y a la question des révoltes de 1913, 1914, 1915-16 qui ont été des facteurs importants qui ont motivé la création de la Haute-Volta. Mais il y a aussi d'autres raisons qui ont expliqué cela. Les révoltes, c'est un facteur politique. Mais il y a aussi le facteur économique. Comment subdiviser un territoire et permettre que ce territoire-là, qui dispose de main-d'œuvre, puisse essayer d'alimenter des territoires de plantation comme la Côte d'Ivoire. Étant entendu que les populations du Haut-Sénégal-Niger migraient beaucoup en direction de la Gold Coast. Si on créait le territoire de la Haute-Volta, on allait contrôler étroitement ces migrations et on allait les réorienter vers la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ce sont des pistes d'analyse qui ont été faites et qui montrent qu'il y a plusieurs raisons qui ont amené le colonisateur français à diviser le Haut-Sénégal et Niger en deux et donc de créer la Haute-Volta. Donc c'est un faisceau de raisons qui sont propres au colonisateur français. Puis en 1932, le colonisateur français a décidé de supprimer en fonction des intérêts du moment également. C'est une somme d'histoires, donc de connaissances qui sont certainement mises donc à la disposition de la population. À quoi est-ce qu'elle doit servir, cette connaissance-là? Écoutez, il faut toujours connaître d'où on vient pour assumer son propre destin. L'histoire est la mémoire collective des peuples. Et par conséquent, il faut permettre au peuple burkinabé de s'approprier son histoire, de connaître son histoire et d'assumer son destin en pleine conscience. Et il faut que la conscience même des Burkinabés soit exaltée pour pouvoir prendre en main leur destin et construire leur État-nation. Donc l'histoire joue un rôle fondamental. Joseph Kizerbo disait que l'histoire est un levier fondamental de construction de l'État-nation. Cela permet que le peuple soit cimenté autour de sa propre histoire, de développer la citoyenneté burkinabé, le sentiment d'appartenance à la même patrie. Et cela permet même de développer le patriotisme. Et cela est d'autant plus important que ça soude les individus. Quand vous prenez l'Europe, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, ils ont construit la citoyenneté à partir de l'histoire. Quand on prend les États-Unis, ils ont construit leur citoyenneté à partir du droit. Mais après, ils se sont rendus compte que l'histoire est un facteur important pour fonder la nation américaine. Professeur Soumé, merci. Je vous en prie. C'était l'invité de la rédaction. Le professeur Magloire Sommé, historien et président de la commission colloque et conférence des festivités du centenaire, était notre invité, et le colloque international qui s'est ouvert samedi à Ouagadougou pour parler justement de ce centenaire referme ses portes aujourd'hui. C'est tout pour cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Merci de l'avoir suivi.